Je me livre. 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 Vous allez entendre Entretien avec Ludovic, le conte. Je me livre. Elle a un nouveau corps, une vraie mine de chocolat. Elle sent bien qu'on l'adore, qu'on la préfère comme ça. Elle est libre comme le vent, elle se donne tous les droits. Elle a raison, délicatement, je me mange tous les doigts. Bonjour Ludovic, Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Je me livre. Écoute, je suis ravie de t'accueillir. Et on vient d'entendre une chanson de Bally Murphy que tu nous as suggérée parce qu'en fait tu aimes ce morceau. Alors dis-nous un petit peu pourquoi. Alors je l'aime parce que j'aurais adoré avoir l'idée. Le texte raconte l'histoire d'un type qui vient de se faire larguer, ou en tout cas qui a été largué il y a quelques semaines déjà, et son ex est devenue... Elle a changé depuis qu'elle n'est plus avec lui, quoi. Et il la trouve hyper jolie, elle revit depuis qu'ils se sont quittés. Je trouve que l'idée est chouette, et elle est plus belle sans moi, c'est le titre du morceau. Et en fait, ça me fait penser qu'on ne sait jamais d'où viennent les idées. Je rencontre des tas de gamins dans des classes qui me demandent toujours comment je trouve des idées. C'est assez mystérieux, les idées. J'aurais adoré avoir eu celle-ci du texte de la chanson, mais plein de fois, je me dis, en lisant des livres, en écoutant des disques, j'aurais adoré avoir eu cette idée, et je ne l'ai pas eu. Et voilà, tout ça, c'était pour introduire ça, dire mais d'où viennent les idées qu'on a. Alors, c'est souvent mystérieux. Ça m'arrive de passer des heures devant un ordi à essayer d'écrire des trucs, et puis il n'y a rien qui sort. Et puis un matin, on se lève, et en 3 minutes, on a une idée, puis on a pondu 3000 signes, et puis on trouve ça génial. Alors après, il faut travailler, parce que le premier jet est rarement génial, mais voilà, parfois, l'idée, elle est fulgurante comme ça. On ne sait pas d'où elle vient, elle apparaît, et puis elle est bonne, et voilà. Et puis parfois, on la cherche longtemps, et on ne la trouve pas. Donc, ça a ce côté un peu magique. Et ce morceau, pour moi, il représente ça, quoi. J'aurais adoré avoir cette idée du type quitté, et puis elle revit sans lui, lui il se désespère au fond, il est au fond du trou, et il la voit, elle, qui s'épanouit, qui devient de plus en plus jolie, alors qu'il ne la voyait pas quand il était avec elle. Ouais. Et des idées, tu en as plein, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Et on parle d'enfants parce qu'en fait, tu es professeur des écoles, me semble-t-il. Oui, depuis longtemps maintenant, 15 ans, 16 ans je crois, même peut-être un peu plus. Effectivement, et alors j'ai réduit mon temps de travail maintenant depuis 2 ans pour me consacrer à l'écriture. Mais effectivement, je suis enseignant en école primaire depuis longtemps. J'ai fait presque toutes les classes, beaucoup de maternelle, beaucoup de cycle 3, enfin ce qu'on appelle cycle 3, c'est CM1, CM2. Et puis j'ai eu un passage de ma carrière d'enseignant où j'étais surnuméraire, on appelait ça comme ça à l'époque. C'est-à-dire que j'étais un enseignant en plus dans l'école, j'avais pas de classe attitrée, et j'avais une mission de littérature dans toutes les classes de l'école où je travaillais. Donc j'ai fait de la littérature et j'ai fait écrire des gamins pendant 4 ans. Voilà. Ça, c'était très chouette. Ouais, c'était très chouette. Ouais. Une expérience assez dingue. Ouais. Tu n'as pas commencé par écrire de la littérature jeunesse. Tu m'as dit que tu avais commencé par écrire des romans, enfin une nouvelle adulte. Ouais. En fait, l'écriture, au départ, elle était hyper personnelle. J'écrivais dans mon petit coin, des petites histoires. Je suis aussi un très gros lecteur, et j'avais envie de raconter mes propres histoires. Donc j'écrivais dans mon petit coin. Et puis, en partageant des lectures sur des blogs internet notamment, je suis tombé sur un blog qui proposait chaque semaine un atelier d'écriture qui était hyper bienveillant. Il s'agissait juste d'écrire à partir d'une photo. Il n'y avait pas de thème imposé. La seule limite, c'était celle de la page A4, parce que sinon très vite, le partage est plus difficile quand c'est plus long, quoi. Et l'idée, c'était d'abord d'écrire sa petite page, et puis ensuite d'aller lire ce que les autres avaient fait à partir de la même photo. Et c'était hyper intéressant de voir la diversité de textes, de styles, de tons qui sortent d'un même support de départ, quoi. Donc ça, c'était plutôt chouette. Et puis les échanges étaient bienveillants. À ce moment-là, moi, je fréquentais énormément la librairie de Nogent-le-Rotrou, de monsieur et madame Périnet, qui est fermée maintenant. Et ils sont devenus des amis depuis. Et moi, je passais tous mes mercredis après-midi là-bas. Pour tout vous dire, je laissais mon fils qui jouait de la musique dans le studio à côté, où il prenait son cours de guitare. Et moi, j'avais 1 heure devant moi où je flânais dans la librairie. On a fini par sympathiser avec monsieur et madame Périnet. Et puis... par échanger des coups de cœur de lecture. Ils m'ont fait découvrir Olivier Adam notamment, dont on reparlera peut-être, qui est vraiment un auteur que j'adore. Voilà, et moi je leur ai fait découvrir des trucs aussi. Et puis un jour, madame Périnet me dit
On est à la recherche d'auteurs locaux pour organiser un salon du livre à Nogent-le-Rotrou. Vous écrivez pas par hasard, parce que ça serait intéressant. Vu les lectures que vous avez, si vous êtes en train d'écrire, ça peut être chouette. Et modestement, je lui dis, j'ai quelques textes qui étaient tirés de cet atelier d'écriture, que je lui fais passer, 15-20 textes, quoi. Et puis, elle les lit, Madame Périnet, Marido, elle s'appelle, elle les lit, elle les trouve plutôt chouettes, et elle me dit, on a un contact avec un éditeur local qui était basé à Lèves, à côté de Chartres. Ça vaudrait le coup de lui envoyer. Voilà. Donc j'ai fait le tri dans ma vingtaine de textes pour en garder un peu moins, et puis avoir un espèce de recueil qui se tient, qui avait un lien, quelque chose qui était, voilà, qui formait un tout, quoi, qui formait un recueil. Et puis l'éditeur a trouvé ça chouette, et voilà comment ça a démarré. Ouais. Percheron d'origine. Oui, je suis né à Nogent-le-Rotrou, ouais. Voilà, j'ai pas bougé. Enfin, je suis parti faire des études, mais on est revenu. Et tu as des enfants, me semble-t-il. 3, ouais. Ouais, 3. Un aîné qui a eu 20 ans cette année, une deuxième de 15, et la dernière va avoir 9 ans dans quelques jours. Tes premiers lecteurs ? Alors, pas au départ, parce que j'ai commencé par écrire pour les adultes, donc non. Aujourd'hui, où j'écris pour la jeunesse, oui. Alors, parfois, ça va dépendre du type d'écrit, en fait, et ça dépend si ça correspond à leur tranche d'âge. Mais oui, et au départ, évidemment, j'ai aussi écrit en pensant à eux et pour eux, quoi. Voilà, mon premier roman... Mon premier roman jeunesse, c'est un roman pour les 9-11 ans, et c'était l'âge de mon fils et presque l'âge de ma fille derrière, donc c'est pour eux que je les ai écrits au départ. Ouais. Je me livre. Je me livre. Alors toi, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ? Pourquoi surtout la littérature jeunesse ? Ensuite, qu'est-ce que tu avais envie de transmettre ? Alors d'abord, je crois que j'ai toujours écrit depuis tout petit, j'ai toujours inventé des trucs, des histoires... Donc l'envie, elle était là, et encore une fois, j'avais envie de partager mes histoires. Ensuite, pourquoi la jeunesse ? C'est vraiment une histoire de... C'est vraiment très lié à mon parcours d'enseignant aussi. Voilà, moi j'avais une classe où j'ai eu des classes dans lesquelles j'ai toujours beaucoup lu de livres aux élèves, y compris les plus grands. Je trouve que le partage d'un livre par la lecture à voix haute est hyper chouette et hyper important. Et d'ailleurs, je me permets un aparté, mais quand je rencontre aussi des tas de parents qui me disent « mais comment on fait pour que mes enfants aiment lire ?» Où les gamins me disent ça, et je leur dis demandez, même si vous avez 10 ans et que vous savez lire, demandez à vos parents de vous lire des histoires, même à 10 ans, quoi. Et parce que souvent on a en tout cas les gens disent ça y est, t'es en CP, t'as 7 ans et tu sais lire, donc je vais plus te lire d'histoire le soir et tu vas les lire tout seul. Non, moi je continue à lire des histoires à ma fille qui va avoir 9 ans, et on partage ensemble, et c'est chouette, quoi. Donc continuez à lire des histoires à vos enfants, c'est le meilleur moyen de leur donner le goût. Et donc moi dans ma classe je lisais énormément de textes à voix haute. Et puis parfois, ça arrive, on tombe sur des textes qui nous touchent moins, ou pour lesquels on se dit tiens, cette idée elle est chouette, mais je l'aurais pas développée de cette manière-là. Et donc modestement, on se met à dire peut-être j'aurais pu faire autrement, et donc je me mets à griffonner des trucs. Et puis mon premier roman jeunesse, il est encore une fois pour les 9-11 ans. À cette époque-là, j'avais des enfants de 9-11 ans dans ma classe que j'emmenais à la bibliothèque du village dans lequel je travaillais. Et certains des gamins à 10 ans choisissaient leur livre à la bibliothèque pour les vacances sur 2 critères hyper précis. Est-ce qu'il n'est pas trop épais, et est-ce que c'est écrit gros à l'intérieur ? Voilà. Et donc j'avais des gamins qui partaient avec des livres pour les vacances sur des sujets qui ne les intéressaient pas du tout. Mais le livre était écrit gros. Bon, je me suis dit quand même c'est un peu dommage. Alors moi j'avais un petit passé d'écriture de l'écriture pour adultes. J'avais sorti 3 romans adultes. Je me suis dit est-ce que je peux faire quelque chose, quoi, modestement à mon niveau. Donc j'ai écrit un roman pour les 9-11 ans avec le postulat de départ qu'il n'y aurait pas une page normale dedans. Donc visuellement, il se passe toujours un truc dans ce livre. J'ai beaucoup travaillé sur la forme, sur les polices d'écriture, sur la mise en page. Il y a quelques illustrations. Donc visuellement, il se passe toujours un truc à chaque page. Et puis ensuite, je me suis dit, quitte à avoir un truc qui ressemble pas à un livre, allons-y à fond et jouons la carte à fond de la déconstruction. Donc je me suis autorisé à avoir ma propre voix dans le livre, et donc ma propre police d'écriture, qui me permet d'être une espèce de voix off au-dessus et de faire des commentaires sur ce qui se passe dans l'histoire, d'interpeller mes personnages qui font pas tout à fait ce que j'aimerais, mais aussi d'interpeller les lecteurs, de leur demander de sauter des pages, de revenir en arrière, voilà. L'idée c'était vraiment de se marrer avec le livre et de se dire voilà, vous avez 10 ans, vous n'aimez pas lire, c'est ce que vous me dites, mais moi je vous fais le pari que là vous allez lire 200 pages et que vous allez les avaler entre guillemets parce que vous allez vous marrer, et puis au final vous les aurez pas vus passer. Voilà. Et c'est comme ça que ça s'est commencé, et puis la série aujourd'hui elle compte 4 tomes. Et le plus beau truc qui nous arrive, c'est que sur des salons, on a des gamins qui viennent chercher la suite, et les mamans, souvent, parce que c'est souvent les mamans encore, mais qui sont derrière et qui disent vous l'avez remis à la lecture avec votre livre, il a relu alors qu'il lisait plus. Voilà, donc ça c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire.
Le titre de cet homme? Alors le premier s'appelle Écureuil étape de 8. Ça me fait sourire parce qu'on a cherché... alors d'abord, pour la petite histoire, je suis absolument nul pour trouver des titres. Je ne sais pas faire de titres de livres. Je ne sais pas écrire de titres. Voilà. Alors évidemment, quand j'ouvre un fichier d'ordinateur tout neuf et que je commence quelque chose de nouveau, il faut bien que j'enregistre ce fichier et donc il a un nom. Mais le nom que je donne au fichier à ce moment-là, c'est rarement le nom qui restera sur la couverture du livre à la fin. Je suis pas bon pour trouver les titres. Je sais pas faire. Bon voilà, alors mais ça y est, j'ai compris que je savais pas faire, donc je lâche et je laisse faire les autres. Pour ce livre, j'avais une idée, je voulais un truc. Dès le début, je m'étais dit, je cherche un titre qui permette que ce soit une série, puisque j'avais envie que les personnages reviennent et que j'avais plein d'idées. Donc, bon, et puis je fais des propositions à mon éditeur qui trouve ça pas terrible. Bon, et puis on cherche, et puis on est sur un salon du livre à La Ferté-Bernard. Le livre n'est pas encore sorti, il est encore en version papier, j'ai le manuscrit dans les mains. Et puis on discute du titre qui était inscrit sur la couverture et qui était vraiment pas bon. Et puis j'ai une amie autrice qui est à côté de moi, qui s'appelle Anne Dumergue, qui prend la pile de feuilles, qui commence à feuilleter, et puis qui tombe à l'intérieur du manuscrit sur la table de 8, puisqu'elle est dedans, la table de multiplication par 8, et qui continue à fouiller. Et puis la dernière page, alors je sais pas si je dois le dire, mais si je peux, ouais. La dernière page de ce roman est une blague sur l'écureuil, et notamment l'écureuil dans sa version moyenâgeuse, c'est-à-dire le ver, V-A-I-R, c'est un animal qui ressemble à un écureuil, et c'est a priori dans cette matière que sont faites les pantoufles de Cendrillon, et non pas en verre cristal qui se brise, quoi. Voilà, donc en fait, elle a des chaussures en peau d'écureuil. Ce qui dit comme ça donne une autre couleur au conte. Et moi, ça me fait marrer de dire ça à des gamins de 10 ans qui sont persuadés que parce que Disney leur a dit que les chaussures sont en verre et qu'elles cassent, non, les chaussures de Cendrillon, elles sont en peau d'écureuil. Et du coup, c'est un peu différent, voilà. Et donc, Anne Dumergue tombe sur cette blague de fin de livre, plus la table de 8, et dit, pourquoi vous l'appelez pas écureuil et table de 8 ? Et alors là, il y a un espèce de silence comme ça avec l'éditeur, on se regarde, puis on explose de rire, évidemment. Et donc, il s'appelle écureuil et table de 8. Du coup, une fois qu'on y est, le suivant s'appelle Pipistrelle, qui est une chauve-souris, et table de 7. Celui d'après s'appelle Aïe et table de 6. Un Aïe, c'est un animal de Madagascar en voie de disparition, mais qui a une tronche absolument drôle. Et puis le dernier s'appelle Potamochère et table de 5. Et le Potamochère est aussi un animal avec une tronche improbable et à mourir de rire. Ouais. Voilà. Donc une bonne déclinaison avec une bonne idée de départ. Ouais, l'idée c'est voilà, et ils sont tous construits pareil. L'idée c'est vraiment de se marrer avec la lecture et de passer un bon moment, même si au départ on s'est dit oh là là, mais non, il est beaucoup trop épais ce livre et j'y arriverai pas. Voilà. Je me livre. Je me livre. Alors toi, tu foisonnes de projets. Quand on a discuté, donc tu m'as un petit peu expliqué tout ce que tu avais déjà écrit, tout ce que tu avais dans ta tête, et notamment il y a un livre qui sort, encore pour la jeunesse, mais plus grand, je crois, au mois de janvier. C'est ça. Effectivement, je manque pas d'idées, ça c'est évident. Mais c'est voilà. Mais je me rappelle, elles sont pas toutes bonnes. Il y a des idées qui ne deviendront jamais rien d'autre qu'une idée dans un bout de carnet, mais c'est pas grave, ça reste du travail et c'est bon à prendre. Ou peut-être une chanson. Ou peut-être, ouais, c'est ça. Voilà, il y a toujours. En tout cas, effectivement, là, je suis content parce que le prochain roman qui sort, donc en janvier, s'appelle La Cabane. C'est un roman qui raconte l'histoire d'un jeune ado, d'un ado quoi, il doit avoir 16 ans, 17 ans. Qui est atteint du syndrome de la cabane. On parle aussi d'ikikomori, qui est le terme japonais pour décrire ce syndrome. Ce sont des gens qui ont peur de l'extérieur et de sortir et qui donc se renferment chez eux, se coupent de toute vie sociale. C'est encore différent de l'agoraphobie. Oui, c'est différent. Ouais. Là, l'idée, c'est l'extérieur même, quoi. C'est-à-dire qu'on se coupe de vie sociale parce qu'on ne sort plus, mais c'est l'idée même de sortir de la maison ou de sortir d'un espace un peu clos qui pose problème. C'est pas tellement le fait de voir du monde, quoi. C'est vraiment l'idée de l'extérieur. Okay. C'est a priori un phénomène qui a une 10, 15, 20 ans peut-être au Japon, qui arrive chez nous et qui a pris de l'ampleur après le Covid, où des gens ont eu une espèce d'angoisse folle de remettre le pied dehors, quoi. Voilà. Le sujet me tombe dessus au hasard, je me dis il y a quelque chose à travailler, donc j'ai commencé un roman sur ce sujet. L'idée c'est de mon ado, d'ailleurs il n'a pas de prénom, il parle à la première personne et on n'aura pas son prénom, on ne sait pas comment il s'appelle. Il est enfermé chez lui depuis 187 jours, chez ses parents, quoi. Et il n'est pas sorti depuis 187 jours, donc il est déscolarisé. Et quand le roman s'ouvre, on est le dernier matin de sa vie enfermée, en fait, théoriquement, puisque 2 heures après le début du roman,
il est censé sortir, c'est prévu, c'est travailler avec sa psy qui l'a vu en visio ou par téléphone depuis le début de son syndrome, c'est vu avec ses parents, et voilà. Il lui reste 2 heures, dans 2 heures, il va théoriquement passer la porte pour la première fois depuis 187 jours. L'idée, c'était d'avoir un roman qui dure 2 heures et qui se lit en 2 heures, c'est-à-dire que c'est un roman court, qui fait une centaine de pages et qu'on va lire en 2 heures. Le temps de la narration est le même que le temps de la lecture. Et puis, on a fait un travail fort avec mon éditrice sur la forme, en se disant, j'avais écrit une première version de ce roman que je lui soumets, et elle trouve que l'idée est bonne et que le roman vaut la peine d'être travaillé pour être publié. Mais elle me dit, moi j'ai lu ce roman dans mon canapé en 2 heures, effectivement, mais de manière hyper apaisée, avec un thé et une bouilloire presque, et voilà. Et une bouillotte, pardon. Et elle me dit, mais ton personnage, ton narrateur, il est en pleine crise, quoi. C'est 2 heures hyper importantes de sa vie. Il va passer par des tas d'émotions, par des tas d'angoisses. Et elle me dit, moi j'ai lu ça avec un thé hyper apaisé, donc ça ne va pas. Et je veux en tant que lectrice être secouée, comme l'est le narrateur, le personnage. Donc j'ai retravaillé pour que la forme du roman soit ne permette pas une lecture apaisée, quoi. Voilà. Et ça, je trouve ça hyper chouette, et c'est quelque chose auquel je fais attention maintenant quand j'écris, mais déjà sur la série Oscar et Carrosse, et puis c'était déjà le cas avec l'étape de multiplication dont on a parlé, c'est-à-dire que je fais attention à la voix quand j'écris. Je me dis pour qui j'écris, et qui est mon narrateur ou qui est mon personnage, qui parle dans ce roman, et quelle voix il a, quoi, quel vocabulaire il emploie, quelle tournure de phrase et comment il s'exprime. Voilà. Et parce que, encore une fois, on parlait tout à l'heure de lecture qui parfois on se dit on n'aurait pas fait comme ça. Ça m'arrive de lire des romans jeunesse ou des albums dans lesquels la voix est pas bonne, entre guillemets. C'est-à-dire que on a un narrateur qui est censé avoir 8 ans et qui s'exprime comme un adulte ou qui emploie du vocabulaire d'adulte, et ça marche pas, quoi. En tout cas, moi, ça me sort de ma lecture en tant que lecteur. À ce moment-là, je me dis non, je n'y crois plus. Voilà, et je sors de ma lecture. Donc je fais très attention à ça, en fait. Je travaille beaucoup sur la voix, voilà, parce que on parlait encore une fois de l'idée qui pointe et qui fait qu'on écrit très vite, mais ça reste un vrai gros travail, l'écriture. C'est-à-dire que le premier jet, ça reste un premier jet. Après, il y a un gros travail sur la voix, notamment. C'est ce à quoi je fais attention. Ouais. Et alors, tu m'as dit que les illustrations, ce n'était pas ton domaine, que tu laissais ça volontiers et que du coup, tu n'avais pas de vue sur tes illustrations de bouquins. Comment tu le vis Alors, c'est quelque chose qui est très... J'ai travaillé avec 3 illustrateurs différents jusqu'à aujourd'hui, donc c'est pas non plus, j'ai pas une expérience folle, quoi, mais j'apprends encore à faire confiance. En fait, évidemment que quand on écrit, et surtout quand on écrit des textes courts, notamment pour des albums qui vont être hyper illustrés, où il y aura une illustration par page, moi je me projette beaucoup, et je pense que tous les auteurs le font, c'est-à-dire que, et c'est ce que fait un lecteur aussi, on se construit des images, quoi. Évidemment qu'en tant qu'auteur, quand j'écris un texte, je me construis des images. J'imagine mes personnages, je les vois, je vois comment ils sont habillés, je vois comment ils bougent, je vois comment ils évoluent, je vois où est-ce qu'ils sont placés dans la page, je vois des décors. Au début, j'ai pu, sur mon tout premier album qui est paru et qui s'appelait « À l'ombre d'un parapluie », qui est un album dont le texte alors si je devais le refaire aujourd'hui, il serait évidemment très très différent, mais c'était un premier, c'était très chouette, c'est une très belle première expérience. On a vraiment travaillé en binôme avec l'illustrateur, et puis j'ai pu donner mon point de vue plein de fois, et puis peut-être presque guider son travail, voilà. Mais avec lui, sa part de création. Aujourd'hui, je me laisse porter. C'est-à-dire que j'ai appris à faire confiance à un illustrateur. Après tout, c'est aussi illustrer, c'est aussi être auteur de quelque chose, c'est aussi apporter une patte, c'est aussi apporter un point de vue. C'est des gens qui sont aussi des professionnels, donc il faut leur faire confiance. Et alors, ce qui est très chouette, c'est en fait, une fois qu'on a appris à lâcher prise et à laisser le texte partir chez un illustrateur qui va bosser, quand il revient, j'ai beau me mettre fabriquer des images mentales et avoir imaginé ce que seraient des illustrations, elles ne sont jamais celles que j'ai imaginées. Le personnage ne ressemble jamais à ce que j'avais vu, et il n'est jamais dans la position que j'avais prévue. Voilà. Tu redécouvres ton histoire. C'est ça. Et c'est hyper chouette parce que c'est quelqu'un qui s'est emparé de mon histoire, de mes mots, et qu'on a fait autre chose. Et c'est un vrai plaisir, quoi, quand le fichier arrive dans l'ordinateur et qu'on a les premiers crayonnés d'Irène sur la série Oscar et Carrosse au crayon, comme ça, c'est toujours un peu vite fait, mais il y a toujours une poésie, un truc. Et puis quand les vraies illustrations, les illustrations définitives arrivent, là, c'est toujours hyper chouette de redécouvrir ce qu'elle en a fait. Ouais. Voilà. Donc il faut apprendre à faire confiance, croire à lâcher. Voilà. Je me livre. Je me livre.
Littérature jeunesse donc, mais tu n'hésites pas à aborder des thématiques assez fortes. Là, on parlait du syndrome de la cabane, d'écologie aussi, tu m'as dit, via l'équipe de Bras Cassés d'ailleurs. Ouais, c'est ça. C'est un livre qui va arriver aussi, que j'ai écrit à quatre mains avec Anne Dumergue, dont on parlait tout à l'heure, qui a inventé, qui est l'autrice du titre Écureuil table de 8. Ouais, je crois que on me demande ça aussi parfois. Alors c'est plutôt une question d'adulte d'ailleurs, de dire est-ce que c'est plus facile d'écrire pour les enfants que d'écrire pour les adultes. On a un peu cette image que l'écriture pour les enfants c'est facile parce qu'un texte d'album c'est court, c'est 3000 signes et ça va vite. En fait, c'est pas plus facile, au contraire, je crois que c'est plus difficile. En tout cas, et ça surprend toujours les enfants qui me posent la question, je passe plus de temps presque à écrire un Oscar et Carrosse qui fait 48 pages et 4000 signes en gros, qu'un roman très épais, quoi. Parce que quand c'est ramassé en 4000 signes, il faut être concis, précis, on n'a pas le temps de s'éparpiller, il faut aller droit au but, mais il faut quand même que ça reste cohérent, donc on a moins de place. Donc j'y passe plus de temps. Et tout ça pour dire que je viens de manger la question à cause de mon bavardage. Les thématiques étaient abordées. C'est ça. Et alors, effectivement, je crois que c'est pas plus facile d'écrire pour les enfants. Et la première des règles que je me fixe, encore une fois, on parlait de la voix tout à l'heure, c'est de ne pas les prendre pour des imbéciles, en fait. Les enfants, ils ont aussi une culture, parfois littéraire, mais parfois au dehors. Je rencontre des tas d'enfants qui savent des trucs que je ne maîtrise pas. Je rencontre des gamins qui me parlent de dinosaures, moi j'y connais rien, qui sont capables de me faire des exposés sur les volcans, j'y connais rien. Enfin, les gamins, ils ont aussi des passions comme on en a nous, et puis ils ont leur propre culture, ils entendent des choses à la radio, à la télé, ils ont vu des... Bref, en tout cas, il ne faut pas les prendre pour des imbéciles, je crois voilà. Donc, c'est la première chose que je fais, c'est que quand j'écris pour des enfants, je ne les prends pas pour des imbéciles et je les prends pour des lecteurs intelligents qui vont être capables de comprendre aussi un tas de trucs. Et donc, pourquoi ne pas aller aborder des thèmes un peu plus difficiles parfois. Voilà, donc là, effectivement, j'ai ce syndrome de la cabane qui est plutôt pour les grands ados. J'ai écrit un album sur le deuil qui sortira en 2025, on a un peu de temps, mais avec l'idée du deuil, du temps qui répare le deuil, entre guillemets. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas de sujet interdit. Et en tant que lecteur de littérature jeunesse, par exemple, je viens de lire Les longueurs de Claire Castillon qui parle qui est le point de vue d'une gamine qui est abusée sexuellement depuis l'enfance et on a son point de vue à elle, c'est à la première personne, c'est un livre hyper fort qui a eu le prix vendredi. Je pourrais parler de Ponty qui est capable de parler de harcèlement, de maltraitance parentale, de deuil dans des albums, alors que c'est hyper poétique, c'est hyper beau, et ça passe et ça permet d'engager des discussions. Donc voilà, je crois qu'il n'y a pas de sujet interdit, y compris en littérature jeunesse, et au contraire, même je pense que c'est un bon vecteur pour faire passer des choses, pour engager des discussions. Je disais tout à l'heure, c'est important encore de lire des histoires, y compris aux grands. Je pense que la littérature, elle peut être un bon moyen d'engager des discussions entre les adultes et les enfants, entre des parents et leurs enfants, entre un enseignant et une classe. Je crois à ça, ouais. Donc voilà. Donc effectivement, Syndrome de la cabane. Et puis en janvier sortira, donc écrit à quatre mains avec Anne, 2 tomes d'une série qu'on espère longue, qui s'appelle La forêt des grosses truffes, et qui met en scène donc Acacia, qui est une petite loutre, qui est la plus intelligente de la bande, qui va essayer de sauver sa forêt de la pollution. Malheureusement, elle est entourée par un tas d'animaux, un écureuil acariâtre, des fourmis glandeuses, un hérisson un peu idiot, et puis une lapine beaucoup trop excitée et qui casse tout. Donc une bonne équipe de bras cassés, et ensemble ils vont lutter pour nettoyer la forêt de la pollution des humains qui pompent la flotte dans la rivière, qui déposent leur machine à laver, qui pique-niquent et qui laissent des déchets, qui déclenchent un incendie, enfin voilà. Là aussi l'idée c'est de se marrer, mais derrière on va quand même pouvoir parler un peu d'écologie, on va quand même pouvoir réfléchir à notre place d'humain dans cette nature. On a l'impression qu'on domine et que tout est chez nous et que tout est mais à chaque fois qu'on met les pieds dans une forêt, potentiellement, si on respecte pas un sentier, si on sort on détruit un habitat d'un autre être vivant, quoi. Donc voilà, de comprendre un peu ce qui nous entoure. C'est ça, de sensibiliser, et puis même si on se marre, il y a un petit message. L'idée c'était à l'inverse de pas avoir un message comme ça hyper lourd, calqué, qu'on arrive avec nos gros sabots puis on dit c'est comme ça. Là l'idée c'est les enfants vont sûrement se marrer en lisant. Et puis si à la fin ils se disent la prochaine fois que j'irai en forêt je ferai gaffe où je mets les pieds, on a gagné, quoi. Voilà. Je me livre. Je me livre. Alors on a commencé par une petite approche musicale de toi-même en début d'épisode, et en fait tout ça parce que tu vas aussi aborder en fait tes œuvres d'une façon un peu différente. Oui.
Avec Oscar et Carrosse, le premier est sorti en 2020, donc ça va bientôt faire 4 ans. J'ai rencontré des tas de classes. C'est un livre qui a déclenché beaucoup de choses, hein, qui m'a fait faire un pas de géant d'un coup. Là, je suis passé d'un éditeur local qui m'a défendu et qui m'a permis de faire mes armes et tout ça. Mais d'un coup, je découvrais la littérature. Enfin, en tout cas, je découvrais le versant national de l'auteur. D'ailleurs, tu veux quelles éditions Alors, les premiers, les romans adultes et puis la série d'états dont on a parlé sont publiés chez Ella Édition, qui est un éditeur basé à Lèves. Et qui est mon premier éditeur, à qui je dois le fait d'avoir cru en moi d'abord, et puis qui m'a fait bosser beaucoup et qui m'a fait progresser dans mon écriture et dans mon rapport à l'écriture, et donc qui m'a permis à un moment de passer l'étape d'au-dessus, c'est-à-dire d'avoir un éditeur national, qui est l'École des loisirs, ce qui en jeunesse était un espèce de Graal. Moi, voilà. Donc, je suis très fier de ça, d'avoir réussi ça, et puis aujourd'hui, l'École des loisirs me fait confiance. Et Oscar et Carrosse, donc le tome 1, La soupe de pâtes, est sorti donc en 2020, et il a déclenché des tas de choses. Vraiment, j'ai voyagé beaucoup, y compris à l'étranger, pour aller défendre ce livre, parce que des gamins dans les classes s'en emparaient et qu'il avait son petit succès, quoi. Et donc, au bout de 4 ans et 5 tomes d'Oscar et Carrosse, je me dis, je vais beaucoup dans les classes, je rencontre plein d'enfants, mais je raconte toujours la même chose, ou presque. Est-ce que je peux pas essayer de proposer quelque chose d'un peu différent ? Et puis je rencontre des auteurs, dont Colline Pierret, dont on reparlera, qui font des lectures musicales de leur travail. Alors parfois avec une illustratrice ou un illustrateur qui dessine en direct. Et puis Colline, elle raconte son histoire derrière un micro comme ça. Puis elle a des tas de petits instruments, un ukulélé, mais des petits trucs qui font du bruit, des petites percussions. Et je me dis, ça c'est une chouette idée, j'avais trouvé ça chouette. Donc je me suis mis au boulot et j'ai essayé d'écrire des petites chansons autour de Oscar et Carrosse. Notamment de ce tome 1, avec l'idée de pouvoir proposer quelque chose d'un peu différent de tout ce que je fais depuis 4 ans. Quoi. De dire, voilà, maintenant je suis capable d'aller dans une classe ou de rencontrer des groupes d'enfants et de leur proposer autre chose que la rituelle lecture et la réponse aux questions, et puis un atelier d'écriture, ce que j'adore faire. Hein, j'adore faire écrire les enfants, et je pense que ça fait aussi partie de mon boulot de proposer à des enfants d'écrire, de se mettre à ma place. Mais l'idée, c'était de dire, au bout de 4 ans, peut-être je peux avoir une autre proposition un peu différente. Donc j'ai écrit 6 chansons autour de l'univers d'Oscar et Carrosse, au ukulélé. L'idée là, c'était de pouvoir voyager très légèrement et très simplement. Donc je suis tout seul avec mon petit ukulélé, et ces 6 chansons, elles viennent, en plus de la lecture intégrale du premier tome, elles viennent un peu élargir l'univers. Et donc ça, c'était en cet été. Et il se trouve que la première représentation de cette lecture musicale, elle s'est faite ici dans la librairie de Marie, donc je suis hyper content. C'était chouette de venir jouer ici. En plus, c'est presque chez moi, donc il y avait plein de copains, des enfants de copains, donc voilà, c'était un chouette moment. Et aujourd'hui, la lecture musicale, 6 mois plus tard, elle vit déjà bien. Je suis allé la jouer en région parisienne, je suis allé la jouer à côté de Lens il y a une quinzaine de jours, je vais la jouer à Manosque la semaine prochaine, à Avranches le week-end prochain, voilà. Et tu bouges. Ouais, il y a une vraie demande, quoi. Enfin, en tout cas, quand j'ai des classes ou des collectivités qui m'appellent en me disant on aimerait bien vous rencontrer, on a adoré Oscar et Carrosse, et que je leur dis je peux vous proposer une lecture musicale, ils sont tous hyper enthousiastes et très partants. Donc il n'y a pas une demande parce que c'est moi qui propose, mais ma proposition elle est attrapée par les gens et ils s'en saisissent, et voilà. Donc je vais jouer presque partout et c'est très chouette. Est-ce que tu as, comme beaucoup d'auteurs peuvent avoir aussi, quand on commence à avoir du succès et qu'on est passionné par ce qu'on fait, finalement, quand on a un double emploi, c'est des fois un peu difficile de revenir à une profession, on va dire, un peu plus traditionnelle. Et est-ce que toi, tu as encore cette envie d'enseigner ? Est-ce que tu y prends toujours autant de plaisir ? Ou est-ce que tu as, à un moment donné, envisagé de te consacrer qu'à l'écriture ? Alors, j'avais envisagé en tout cas, ça faisait partie des plans, entre guillemets, c'est-à-dire de se dire, là, je passe à mi-temps, ça va me permettre d'avoir du temps pour écrire, parce que je commençais à en manquer, et puis du temps pour des rencontres avec des scolaires, notamment. Et puis, donc le mi-temps était plutôt une solution, en tout cas transitoire au départ, de se dire, on voit ce qui se passe, et puis voilà. Là, j'entame ma 2e année. Je trouve que c'est quand même une répartition du temps qui est confortable. C'est-à-dire que voilà, je prends du plaisir dans ma classe encore, à partager des choses avec les élèves que j'ai, notamment de la littérature, mais pas que. Donc voilà, et puis j'ai le reste de ma semaine pour écrire ou pour me balader en France, pour aller rencontrer encore une fois des enfants, mais dans un autre cadre, quoi.
voilà, je sais pas exactement ce que ça deviendra parce que d'abord c'est pas moi qui choisis et qu'il y a des contraintes éducation nationale qui sont parfois un peu fortes. C'est un métier un peu tendu en ce moment, enfin en tout cas les recrutements sont en tension, donc je ne sais pas combien de temps ils m'accorderont le mi-temps, je ne sais pas si à un moment ou à un autre il faudra faire un choix de soit revenir dans une classe à 100%, soit de la quitter complètement. Je m'interdis rien, je prends les choses les unes derrière les autres, je travaille beaucoup, j'essaie d'avoir un catalogue, entre guillemets, en tout cas d'avoir des propositions éditoriales importantes à faire vivre, à partager, et puis de prendre du plaisir à ce que je fais, mais que ce soit dans ma classe ou dans mes moments d'écriture, quoi. Voilà, il me reste cette année de mi-temps, je vais le redemander pour la suite, et puis on verra s'il m'est accordé ou pas, mais je vis les choses intensément maintenant. T'as bien raison. Merci. Je crois que c'est... Ouais. En tout cas, le mi-temps m'a permis aussi de reprendre du plaisir dans ma classe, qu'au bout de 20 ans, il y avait peut-être parfois un peu de lassitude et puis des choses qu'on fait un peu mécaniquement. Le fait de repasser à mi-temps, là, m'a permis aussi de reprendre pied. Ouais, donc voilà. Tu es lu dans ta classe ? Alors, oui. Et c'est assez drôle parce que moi, je sépare vraiment les deux activités. C'est-à-dire que les enfants savent, évidemment, mais je ne parle pas de mes livres dans la classe. Ils y sont parfois dans le fond de bibliothèque, mais parce que des collègues les ont apportés. En fait, je ne veux pas je ne voudrais qu'aucun parent ne se sente forcé d'acheter le livre. Voilà, donc je n'en parle pas. Je fais pas de forcing, pas de pub, j'en parle pas. Mais il y a des gamins les enfants savent évidemment. Et au tout début, je me souviens d'une petite fille dans ma classe. Donc c'est sur le premier roman jeunesse dont on parlait, Écureuil table de 8. Qu'il avait dans son casier de table et qui, entre deux exercices de maths, sortait le livre comme ça, caché sous la table pour en lire 2 pages. Voilà, il fallait pas que je le voie et c'était drôle, quoi. Voilà, aujourd'hui, c'est moins le cas, mais oui, j'ai des enfants qui lisent mes livres dans la classe. Et puis, comme je suis très inséré, entre guillemets, localement, les livres sont dispo dans les bibliothèques de village aussi, du village où je travaille, ils sont à la bibliothèque. Donc, quand les gamins y vont, ils sont sur l'étagère, ils voient mon nom, voilà. Donc il n'y a plus de secret, mais moi je coupe, quoi. Je fais la part. Voilà, c'est 2 activités complètement différentes et l'une n'empiète pas sur l'autre. Mais ça peut aussi faire rêver, de se dire, faire rêver les enfants, de se dire, mais voilà, mon instituteur est écrivain et je lis ses bouquins. Ouais. Enfin, il y a cette proximité qu'on n'a pas forcément quand on est jeune et qu'on lit. Oui. En tout cas, j'ai des classes où on écrit, quoi. Moi, j'ai des élèves qui écrivent, ouais. Après, effectivement, j'ai des gamins qui me demandent des dédicaces et évidemment que je le fais et qu'on en discute et l'an dernier j'ai une gamine par exemple qui à la fin de l'année m'a offert un carnet. Les gamins savent que j'ai des carnets partout tout le temps, je me balade toujours avec un carnet au cas où parce que je disais tout à l'heure on ne sait pas quand surgit une idée mais si quand elle surgit on la note pas, 2 heures après on l'a oubliée et puis voilà. Donc j'ai toujours un petit carnet, je note des tas de trucs donc j'ai une gamine qui à la fin de l'année m'offre un petit carnet hyper joli, voilà. Et puis, je le mets de côté. Et là, depuis le mois de septembre, elle vient me voir une fois par semaine en me demandant si j'ai commencé ce carnet. Est-ce que ça y est, je l'ai ouvert? Est-ce que j'ai noté des trucs dedans? Et jusqu'à maintenant, non, il était resté bien là parce que j'en avais pas encore besoin. Et puis, je voulais le démarrer par un projet parce que je suis assez... je vous disais, des carnets, j'en ai partout et dans tous les sens. Donc, je suis un peu foutraque. C'est-à-dire que j'attrape le premier, puis je note un truc. Et puis, je tourne une page. Et puis, parfois... Voilà. Ce qui fait qu'il y a eu un moment où j'ai eu besoin de revenir un peu en arrière sur ce que j'avais fait et quelqu'un m'a demandé des extraits de carnet pour une présentation de mon travail et je me suis aperçu que j'en avais dans tous les sens, y compris pour un même livre. C'est-à-dire que pour un même livre, je peux avoir une idée dans un carnet là, puis 2 pages dans un autre carnet, puis 3 ailleurs, et puis voilà. Alors, et l'illustratrice avec qui je bosse à l'école des loisirs, Irène Bonassina, me dit « Mais non, moi je suis hyper précise, quand j'ouvre un carnet, je mets la date, et puis tant qu'il est... Enfin, en tout cas, si c'est un carnet pour Oscar et Carrosse, c'est un carnet Oscar et Carrosse, je vais rien dessiner d'autre dedans, et puis je vais aller jusqu'à la fin de ce carnet, puis quand il sera fini, j'en prendrai un autre. » Et effectivement, quand j'ai eu besoin de chercher mes archives, j'ai galéré un peu, parce qu'il y en a partout. Tu t'es rendu compte que t'es un petit peu mauvais élève. C'est ça. Alors je me suis dit, ce carnet de cet enfant qu'elle m'a offert, je me dis, je vais l'ouvrir pour un projet spécifique, quoi. Voilà. Et donc, toutes les semaines, depuis le mois de septembre, elle venait me dire « Ça y est, tu l'as ouvert ?» Et non, pas encore. Je l'ai ouvert cette semaine, là, ce mercredi. Donc lundi, je pense qu'elle va me reposer la question et je vais dire « Ça y est, enfin. Je l'ai ouvert pour un nouveau projet qui démarre. » Ouais. Voilà. Je me livre. Je me livre. Alors, comme à chaque invité, on a notre petit moment lecture. Tu vas nous parler du livre que tu as choisi dans la librairie de Marie. Oui.
Alors, je vais plomber l'ambiance, je suis désolé. Mais Pourquoi ? j'ai choisi un livre de Colline Pierret, on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure. Alors, je l'ai choisi pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est une autrice jeunesse que j'aime beaucoup, beaucoup, qui a écrit des romans, plutôt des romans ados, mais aussi des albums, qui a écrit aussi à quatre mains avec son mari. C'est une autrice de romans très chouette qui écrit des romans sociétaux avec des sujets chouettes, importants. Voilà. Et puis là, l'extrait que j'ai choisi, c'est dans Pourquoi pas la vie, qui est un roman paru à l'Iconoclaste, qui est un roman adulte. Alors j'ai dit tout à l'heure, il y a cet écart entre la littérature jeunesse qu'on qualifie de jeunesse, puis il y a la littérature qui n'a pas besoin d'adjectifs pour être qualifiée, parce que c'est la vraie littérature, entre guillemets. Et on sait bien qu'on est parfois, en tant qu'auteur jeunesse, on est un peu méprisé par les grands, qui nous voient un peu comme un truc un peu fastoche, et voilà. Donc, et Colline, elle a réussi en tant qu'autrice jeunesse, à mettre un pied dans la littérature sans adjectif derrière, la vraie littérature, entre guillemets. Évidemment que c'est très ironique ce que je dis. Et pour écrire un roman qui s'appelle donc Pourquoi pas la vie, et qui est un roman adulte qui est sur un sujet hyper sombre et hyper dur, et qui pourtant est lumineux. Elle est partie du postulat que Sylvia Plath, donc, qui est une poétesse anglaise qui s'est suicidée et qui a laissé un roman qui s'appelle La cloche de verre et qui parle de dépression et plutôt de sa dépression à elle, même si elle ne se nomme pas tout à fait comme ça. Puis elle a laissé plein de poèmes aussi. Et donc elle s'est suicidée très jeune. Et Colline, elle, a imaginé que Sylvia Plath rate son suicide. Et que derrière, cette tentative ratée, elle rebondit, elle repart, et elle écrit des tas d'autres trucs. Voilà. Alors le roman est pareil, hyper noir, et il l'est, mais il est aussi à la fois lumineux sur l'espoir, sur comment on remonte la pente, et sur comment on rebondit, et sur comment la littérature, elle peut donner un souffle, quoi. Voilà. Donc c'est un super chouette roman pour ça. Ouais. Donc je peux vous lire le début. Ouais. Vas-y. Au petit matin du 11 février 1963, dans le quartier résidentiel de Primrose Hill, Londres, entre les murs d'un appartement situé au premier étage d'une maison, une jeune femme de 30 ans, fraîchement séparée de son mari, le poète Ted Hughes, rongée par la solitude, la maladie et le désespoir, se suicide, intoxiquée au gaz, en mettant sa tête dans le four. À l'étage, ses deux jeunes enfants, âgés de 1 et 3 ans, dorment. Ils seront sauvés quelques heures plus tard par une infirmière dont le passage avait été planifié. C'est ainsi qu'a eu lieu la fin tragique et prématurée d'une poétesse vibrante de sensibilité, d'humour, d'intelligence et de rage, Sylvia Plath. Ça, c'est la réalité. Sylvia Plath est une héroïne romantique. Depuis près de 60 ans, on façonne avec son drame des représentations iconiques et poétiques qui flirtent avec la complaisance morbide. Mais ce n'est pas sa mort qui est romantique, c'est sa force de vie. Sa mort, au contraire, est trivialement réelle. Elle rend une sentence implacable et enferme éternellement la poétesse dans cette ultime image de renoncement. Elle est de cette teinte suffocante que prend l'existence lorsqu'elle succombe absolument à l'injustice. Aucune personne de 30 ans ne devrait crever la tête dans le four. Ce n'est pas un monde acceptable. 5 ans plus tôt, en décembre 58, cette même Sylvia Plath comparait dans son journal l'écriture à un geste religieux, une façon de rejouer le réel et d'amender la relation qu'on entretient avec lui. Alors j'ai décidé de la prendre au mot. Après tout, à quoi sert la littérature si ce n'est pas à commettre cet acte irrationnel, inventer des réalités alternatives à partir de la matière du monde, donner une voix à celles et ceux qui n'en ont pas, déposer des pansements de mots sur les injustices, habiller d'un corps les fantômes, projeter des souvenirs en technicolor, déclamer notre amour à celles et ceux qui ne peuvent plus nous entendre. Voilà, donc ça c'est l'avant-propos, et derrière commence le roman. Ça donne envie en tout cas, merci. Merci. Je me livre. Le coup de cœur de Marie. Alors, pour évidemment toujours rebondir sur ce qui a été dit, alors déjà, merci beaucoup d'avoir rappelé en fait l'importance de prendre au sérieux la littérature jeunesse. Moi, en ce qui me concerne, c'est vraiment une littérature que j'ai découverte en grande partie en ouvrant la librairie et qui me remplit vraiment de bonheur, quoi. Et du coup, là, pour mon coup de cœur, je voulais parler d'une autrice illustratrice que j'ai découverte il y a 2-3 semaines sur les conseils d'une amie. Une autrice qui s'appelle Anne Herbeau, qui concilie poésie, illustration, et c'est d'une beauté absolue. Et ça prend très au sérieux les enfants, très au sérieux leur capacité à la beauté, à s'émerveiller de la beauté autant visuelle que sonore. Et du coup, pas mal de livres, mais notamment le dernier qui s'appelle Parce que. Mais aussi Lundi, que je vous conseille, et enfin Je t'aime tellement que.
Et elle a été mise là dans la sélection du Salon de Montreuil qui vient de se passer. Et peut-être pour moi aussi le moyen de rappeler que dans cette injustice faite à la littérature jeunesse, finalement, il y a très peu de prescripteurs de littérature jeunesse. Et donc que les rencontres, les salons sont extrêmement importants pour pouvoir découvrir des auteurs, des autrices, illustrateurs, illustratrices. Donc voilà, Anne Herbault, c'est mon coup de cœur. Merci beaucoup Marie, merci Ludovic d'avoir accepté, c'était vraiment très sympa cet épisode. Et à la prochaine. Elle a un nouveau corps, une vraie mine de chocolat. Elle sent bien qu'on l'adore, qu'on la préfère comme ça. Elle est libre comme le vent, elle se donne tous les droits. Elle a raison, délicatement, je me mange tous les doigts. Tout s'incline en courbette, et cette femme est parfaite. C'est un terrible constat, elle est plus belle sans moi. Elle respire à nouveau, s'amuse et ça lui va. Elle boit la bière au boulot, elle est plus drôle sans moi. La la la. Elle avait un peu grossi, et ce bouton sur la lèvre, un gros poil dans le sourcil, elle, trop souvent de la fièvre, elle riait, pas assez, ou quand je n'étais pas là, elle savait pas se lâcher, perdre le contrôle de soi, maintenant sa taille est si nette qu'elle ose toutes les audaces, elle reste splendide la tête jusqu'en bas des godasses. Tout s'incline en courbette. Je me livre. Je me livre. Je me livre. Je me livre. Le podcast Je me livre est une production de l'association des podcasts du Perche. Alors merci à Joseph à la technique, Kel et Steph pour les réseaux sociaux et le site internet lespodcastsduperche.com et bien sûr Lio pour l'habillage sonore. Vous pouvez vous abonner au podcast sur toutes les plateformes, nous laisser des commentaires, des étoiles, en parler autour de vous. En plus c'est une asso, alors si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don. Merci.